Alors, bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'être présent parmi nous ce soir. On a vraiment une grande assistance, puis je comprends pourquoi, parce qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent les présentateurs. Et en parlant des présentateurs, je dois dire que je suis vraiment heureux que mes 4 collègues aient accepté de faire la présentation ce soir. Je crois que ça va être un programme très intéressant. Quand je parle de mes 4 collègues, je vais parler dans l'ordre, dans le fond, qui vont faire la présentation. C'est 2 pairs ou 2 équipes qui vont présenter donc qui vont faire 2 présentations. La première équipe, on commence avec Maxime Caron, qui est chef aux nouvelles technologies de radiodiffusion. Maxime a commencé à Radio-Canada en 1999 et puis, depuis ce temps-là, il n'a pas cessé d'être impliqué dans tout ce qui s'appelle nouvelles technologies et là, je vais utiliser le mot vision. Pourquoi? Parce que je pense que le thème de la soirée ce soir, on va vous parler de télévision connectée 2.0, on va vous parler de transcodage, de 450, le nouveau site web de Radio-Canada. Mais je pense que le point commun que mes 4 collègues vont présenter ce soir, c'est vraiment leur participation à orienter la vision de Radio-Canada, puis je pense que vous allez comprendre mieux dans les quelques prochaines minutes. Donc, Maxime va faire équipe avec Jonathan. Jonathan, il est analyste en technologie dans le groupe de nouvelles technologies de radiodiffusion aussi. Puis Jonathan contribue et participe activement aussi à faire des évaluations stratégiques dans le groupe de Maxime. Ça, c'est pour la première présentation. Et puis, ensuite, on va avoir une pause. Durant la pause, peut-être... non, je vais quand même finir de présenter les présentateurs. La deuxième partie, donc, va être donnée par François Legrand. François est chef à l'exploitation du Québec. Lui, il est rentré à Radio-Canada en 2003, puis de son côté, son rôle en ce moment, c'est de, justement, participer à la vision des régions du Québec, pour implanter, dans le fond, tout ce qui peut aider à faire à avoir une meilleure exploitation. Et puis, Kamal Kadani va assister François dans cette présentation-là pour parler du projet 450. Kamal est chef infrastructure web dans le groupe infrastructure média. Et puis, encore une fois, Kamal est un joueur important pour établir la vision en ce qui a trait au service web. Donc, sans plus tarder, j'aimerais céder la parole à Maxime Caron pour la première présentation. Merci. Merci, Daniel. Je vais lancer ça en parlant un petit peu du passé avant qu'on parle de ce qu'on fait aujourd'hui puis de ce qu'on va faire dans le futur. Fait que ça m'amène à vous parler de 1980. Fait que j'aimerais ça que les gens ici essayent de deviner. Moi, j'avais 4 ans en 1980. J'aimerais ça qu'ils devinent c'était quoi l'émission américaine sur un réseau américain la plus écoutée aux États-Unis. Dallas, exactement, avec 27,5 millions d'auditeurs à l'époque. Et la câblo-distribution au Canada, c'était 52 Fait, au Canada, il y avait 52 des gens qui étaient abonnés, mais quand je parle de câblo-distribution, je parle satellite et autres, tout ensemble, les BDU. En 80, oui, ça a commencé, du SAT peut-être pas, là, mais câblo 72, 73, dans ce coin-là. Là. Fait que là, je saute en avant, année 2000. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut deviner en 2000 c'était quoi l'émission la plus populaire aux États-Unis? Pas trop loin, non. C'était CSI avec 17,8 millions. Fait qu'on parle d'une baisse de 35% en viewership de 1980 à 2000. Et de leur même côté, en même temps, la câblo distribution au Canada. Oh, je vais juste réussir. Bon, on va l'avoir. 20% d'augmentation. Fait qu'en même temps, ce que ça démontre, je vais vous montrer un peu le marché des BDU. On est rendu aujourd'hui en 2010 à environ 93-94% des gens qui sont abonnés à la câblo-distribution. Ce que ça démontre vraiment, c'est si on regarde le marché en 1982 au Canada, il y avait juste quelques diffuseurs qui étaient là avec le marché américain qui avaient des parts de marché assez intéressantes à l'époque, puis on pouvait faire, disons, les quilles le samedi, puis on attirait une couple de millions de personnes facilement. Aujourd'hui, on voudrait faire ça, ça ne fonctionnerait plus. Si je ramène ça de 1982 à aujourd'hui, en 2010, je vais m'avancer. Pardon.
2010, ça, c'est le marché, qu'est-ce que ça a l'air aujourd'hui? Fait que ce que les gens voulaient, c'est vraiment, ils voulaient du choix. Les gens sont allés le chercher avec la Carlo distribution. Fait que les parts de marché ont diminué énormément pour tout le monde. Ça va jusqu'à maintenant, 60% des revenus viennent des chaînes spécialisées. Fait que les conventionnels ont perdu énormément de parts de marché. Les revenus ont diminué à l'époque. Je m'amène à parler de ça justement pour amener le sujet du côté web maintenant qu'on commence à avancer. Ce que je veux dire, c'est vraiment c'est que les gens maintenant, ils veulent être capables de consommer de la télévision n'importe où, puis ils veulent être capables de le faire n'importe quand. La photo que j'ai là derrière moi, c'est vraiment une photo de Odyssée de l'espace. Quand ils ont fait le film, la personne consommait du contenu de la BBC à l'époque sur quelque chose qui était une tablette. Fait qu'il y avait déjà, qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait vu que les gens allaient consommer quand ils voulaient du contenu vidéo. Fait qu'aujourd'hui, à Radio-Canada, on dispose vraiment du multiplateforme pour répondre à cette demande-là du contenu quand qu'on veut, le contenu qu'on veut, puis au moment qu'on le veut. Fait qu'on offre du contenu sur VOD, sur Vidéotron, par exemple. On a Tout.tv qui a été un grand succès. Espace.umu, côté musique, qu'on a lancé également. Fait qu'il y a plusieurs événements, ou pas des événements, des items qu'on fait maintenant pour toutes les plateformes numériques. Ces marchés-là sont, je vais dire, des petits marchés qui viennent s'additionner à la part d'un marché qu'on a diminué. Fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu, quand je dis aujourd'hui, c'est exactement aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore vu un shift entre la télévision conventionnelle vers le nouveau média. On a réussi à augmenter le nouveau média, mais on n'a pas encore vu une perte aujourd'hui des gens qui s'en viennent d'une plateforme vers l'autre. On s'attend à ce que ça arrive puis qu'on voit une diminution d'un côté ou un impact d'un côté, mais à ce jour, on a réussi à augmenter les marchés sans diminuer l'autre côté. Fait que ce qu'on essaye de faire, c'est réussir à faire toutes ces petites plateformes-là qui ont des petits chiffres d'auditeurs, mais qu'un coup additionné ensemble deviennent une part de marché quand même intéressante, puis ça nous ramène des revenus intéressants. La difficulté à ça, c'est que chaque petite distribution qu'on fait, il faut être capable de le faire d'une manière qui coûte vraiment pas cher parce que chaque chiffre est vraiment petit. Puis il faut le faire d'une manière rapide et efficace. Fait que c'est les défis qui un peu nous amènent dans le futur à dire comment qu'on va faire pour être capable de produire toutes ces petites plateformes de distribution-là, mais qu'additionnant ensemble, ces plateformes-là font un certain nombre de gens qui ramènent des revenus, qui viennent aider à la perte qu'on a connue depuis, disons, une vingtaine d'années en télévision conventionnelle. Fait que ça m'amène à Radio-Canada. Puis ça, ici, c'est ce que je démontre, c'est l'augmentation justement du côté nouveaux médias à Radio-Canada. C'est un modèle qui est cyclique au même titre que la télévision. Fait que c'est vraiment de la consommation de contenu qui va en fonction de la période de l'année. Puis les deux grands changements technologiques qu'on a reconnus à Radio-Canada, c'est avec le lancement en janvier 2010 de Tout.tv avec le Adaptive Streaming comme technologie. Puis on a lancé le HLS Streaming en janvier 2011 avec notre application iPad. Fait que ces changements technologiques-là nous ont permis d'aller chercher, avec ces belles plateformes-là qu'on a lancées, d'aller chercher justement un certain auditoire de plus qu'on n'avait pas dans le passé. Là. Fait que comme je disais tantôt, contenu partout, n'importe quand, c'est la flexibilité qu'on va aller chercher dans le futur. Mais le plus gros défi qu'on a, c'est comment qu'on modifie notre infrastructure de mise en onde qui est vraiment traditionnelle, conventionnelle, qui est une grille horaire qui est vraiment des plus linéaires. Fait que comment qu'on fait pour aller de l'avant puis pour fournir ces marchés-là. Fait qu'il y a vraiment 3 étapes dans la distribution vers une plateforme numérique. Fait qu'il y a vraiment la création de contenu, l'adapter pour les différents formats, la distribution, fait que ce soit Adaptive Streaming, HLS, tous ces différents types de streaming-là pour aller chercher les différents devices, puis également les différents lecteurs en fonction des devices qu'on a à l'autre bout. Fait que ces 3 étapes-là nous permettent de diviser un petit peu le marché. Puis Jonathan et moi, quand on a monté la présentation il y a un certain temps, on discutait justement de comment on pourrait diviser le marché pour montrer les impacts que ça a sur l'infrastructure. Fait que ce qu'on a développé, c'est que on a inventé, le COD, c'est pas vraiment,
on est venu avec l'idée d'ADN. Fait que ADN, c'était pour Aggregators and Distribution Network. Fait que vraiment, les réseaux de distribution puis les agrégateurs de contenu, on les a tous mis ensemble. Fait qu'on s'est dit Netflix, Rogers, Bell, quand on donne notre contenu, qu'on vend notre contenu à ces gens-là, on ne s'occupe pas de la partie distribution puis client, lecteur, ce côté-là. Fait que tout ce qu'on fait, c'est qu'on donne le contenu à l'ADN qu'on l'a appelé, puis on ne s'occupe pas du service à la clientèle, on ne supporte pas la technologie dans le futur que ces gens-là doivent faire pour supporter leurs clients dans le futur. Fait qu'on a vraiment une ligne franche au niveau, on produit le contenu, puis on est vraiment dans un business model qui est vraiment là, de producteur de contenu. Fait que ça, c'est la première division qu'on a faite dans le système. Et la deuxième, c'est COD, Consumer Owned Device. Fait que ça, c'est tout ce qui est vraiment qui implique qu'on supporte la plateforme de distribution, les players, le service à la clientèle. S'il y a quelqu'un qui a une TV, disons LG avec l'application Tout.tv et que ça ne fonctionne pas, c'est Radio-Canada qui va appeler. Fait que ce côté-là, c'est carrément une autre division de marché qu'on a faite, mais ça implique justement les iPads, les iPhones, ça implique les TV connectés, les BlackBerry. Ça fait que ça implique vraiment un marché qui est très différent de ce qu'on a appelé des ADN. Fait que les implications et l'infrastructure qu'on doit supporter dans le futur, carrément une autre chose aussi. Fait que moi, je vais vous parler vraiment beaucoup des ADN puis de l'implication que ça a sur notre infrastructure, puis comment qu'on va supporter les différents formats pour ça. Fait qu'une des choses, comme je disais tantôt, c'est vraiment le support à la clientèle du côté des COD qu'on doit supporter. Fait que la première chose, quand on veut faire les ADN, c'est qu'on doit transcoder le contenu vidéo pour distribuer à tous nos différents partners, qu'on pourrait dire, d'affaires, qu'eux autres vont supporter le côté technologique et le côté streaming, puis tout ce côté-là. Fait que disons, aujourd'hui, pour supporter ces différents partners-là, on utilise un système de transcodage. Fait que les principaux formats de transcodage en termes de compression, c'est l'MPEG-2, VC1, ProRes, H.264, puis on fait aussi du DNX, les formats à vide, certaines fois. Fait que tous ces formats-là qu'on doit supporter, ça nous a, avec les années, depuis, disons, 2-3 années, ça augmente d'une manière très rapide et le stress que ça pose sur l'infrastructure pour réussir à produire ça est extrêmement important. Fait qu'aujourd'hui, puis je suis certain que j'aurais vérifié ça ce matin, puis ce chiffre-là probablement planté depuis il y a 2 semaines quand j'ai vérifié l'information, on produit 16 formats de sortie. Ça veut dire que quand un produit a une émission, il y a des bonnes chances que soit qu'elle sorte dans plusieurs de ces formats de sortie-là, puis souvent on les produit tous. Les 16 formats. Fait on a un format d'entrée présentement qu'on utilise du XDCAM HD 50 Mbps, puis on génère ces 16 versions-là de fichiers en sortie pour supporter les différentes plateformes. Fait qu'un des projets qu'on a eu justement pour l'évolution des plateformes, c'est vraiment développer un transcoding farm. Fait que développer une ferme de transcodage qui serait capable d'être hyper performante puis de venir nous aider pour les années futures à survenir à cette demande-là croissante d'une manière exponentielle en termes de transcodage à l'interne. Fait qu'on a fait un appel d'offres, puis on a eu la chance, notre équipe, de vraiment tout évaluer les différents produits qu'il y a sur le marché. La première chose qu'on a réalisée, c'est que la variation de performance d'un manufacturier à l'autre, on s'est rendu compte que ça pouvait varier de 2000%. On a été très surpris. Normalement, des variations d'un manufacturier à l'autre, c'est quand même des marchés qui sont très serrés. Mais dans ce cas-là, on a vraiment resté surpris qu'il y a des variations de performance, disons pour de l'encodage H.264, de 2000%. Une des technologies qui est arrivée, disons, dans la dernière année, qui commence à être de plus en plus utilisée dans le transcodage, c'est l'utilisation du GPU comme unité de transcodage. Fait qu'au lieu d'utiliser des processeurs typiques d'un processeur puis d'avoir des gros blades ou justement des ordinateurs hyper puissants, il y a certains manufacturiers qui ont commencé à utiliser les cartes graphiques vidéo, une carte graphique, tout ce qui est le plus standard, avec l'unité graphique qui utilise. L'unité graphique, c'est vraiment des processeurs de parallèle. Fait que c'est pas des unités qui sont faites pour faire des processus mathématiques sériels, mais c'est vraiment des processeurs qui sont designés pour faire plusieurs processus mathématiques en parallèle. Fait qu'il y a certains manufacturiers qui ont réussi à porter le code H.264 pour utiliser ces infrastructures-là de CPU. Une carte comme ça, qui nous coûte, disons, 600 $, permet d'avoir la performance comparativement à un CPU de manière drastique. Fait que, disons, les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent
Un ordinateur, tout ce qui est de plus typique, ils mettent 2 cartes GPU dedans, puis ils servent des GPU pour l'utilisation du processeur. Pour vous donner une idée, là, le meilleur produit qu'on a vu sur le marché, l'utilisation des cartes GPU était 3 à 6 fois meilleure que le meilleur produit qu'on avait vu sur le marché, là. Fait que c'est extrêmement performant, puis c'est un des produits qu'on a sélectionné pour baser notre nouvelle ferme de transcodage. L'avantage pour nous d'utiliser un produit comme ça, c'est que la plupart de notre contenu pour le web est H264. Fait que la grosse partie de notre contenu, on utilise une ferme basée sur le GPU. On a également acheté des produits que je pourrais appeler un peu plus Swiss Army, qui supportent tous les formats puis qui nous permettent d'aller chercher les 16 formats sortis, mais sans être peut-être un petit peu plus moins performant que le GPU. Fait que le GPU est extrêmement performant présentement à H264, fait qu'on va l'utiliser principalement pour ça. Puis l'autre produit qu'on a acheté, ben c'est vraiment un produit qui est plus Swiss Army. Une des choses qu'on a vite réalisé quand on design une ferme de transcodage, c'est que quand on voyait sur le graphique précédent, on est rendu avec des unités de transcodage qui sont extrêmement performantes. Ça veut dire qu'on est capable de sortir 600 frames par seconde quand l'unité de transcodage est saturée pour une machine seulement. Ça veut dire si je rentre du XDCAM 50, j'ai à peu près 300 mégabits par seconde de vidéo qui rentrent dans mon transcodeur pour être transcodé. Fait que ce qu'on s'est vite rendu compte, c'est que si on veut développer une ferme de transcodage à 8, 10, 12, 14 transcodeurs, c'est plus un problème de processing power, on a un sérieux problème de storage en arrière. L'unité de stockage de données qui vient chercher, où est-ce qu'on vient chercher notre vidéo, on s'est rendu compte que cette unité-là devenait notre point de saturation. Ça veut dire que si on se montait, disons, à 10 unités de transcodage, c'est pas un petit storage avec 1 gigi seulement qui est capable de fournir toutes les unités de transcodage. Si on sature notre réseau, les unités de transcodage se tournent les pouces, puis notre investissement en infrastructure ne marche plus. Fait que ce qu'on s'est vite rendu compte, c'est qu'il faut vraiment penser à notre infrastructure réseau, puis à calculer notre réseau, puis quasiment à surdimensionner notre réseau IT, mais s'assurer que le storage va être capable de suivre pour les années à venir si on veut rajouter d'autres transcodeurs à notre ferme de transcodage. Ça m'amène à vous parler de l'efficacité des transcodeurs. Fait au travers de l'évaluation, on s'est vite rendu compte que tous les transcodeurs ne sont pas nécessairement faits égaux. Fait que je vous donne un exemple. C'est si nous, on génère 7 versions de fichiers différents à partir du même fichier, on s'attend à ce que le transcodeur aille chercher mon vidéo sur l'unité de stockage, mais je m'attends à ce qu'il prenne une fois puis qu'il génère ces 7 versions à partir de cette vidéo-là. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a certaines entreprises qui vont le chercher 7 fois en même temps pour aller chercher les 7 données. Mais quand que je vous parle de 300 frames par seconde, ça veut dire que cette unité-là devient saturée sur un gigi tout seul. Le stress que ça met sur notre donnée de stockage sur le réseau est immense. Fait que l'importance d'avoir un système de transcodage qui est efficace en bandwidth demeure très important pour ne pas avoir à investir en arrière sur le stockage, pour avoir une unité de stockage qui aurait une bandwidth throughput vraiment là, surréelle. Fait qu'on s'est vite rendu compte que l'efficacité réseau devient un facteur très important. Un des problèmes, justement, c'est que si le réseau devient saturé, c'est que les autres transcodeurs ne travaillent plus. Fait que s'il y en a un qui vient chercher, disons qu'on a une unité de stockage qui a 4 gigabits ou 10 gigabits de payload, pas de payload, mais de bandwidth sur l'unité de stockage, si je viens chercher 100% de ça, bien, il y a des transcodeurs qui ne travaillent plus, qui essayent de venir chercher du vidéo, puis eux autres sont comme là, puis ils tournent leur pouce. Fait que, disons, l'argent que j'ai investi dans mes transcodeurs ne me donne plus rien, puis si j'ai un backlog justement de fichiers vidéo qui rentrent dans mon transcodeur, je perds de l'efficacité totale pour sortir mes formats le plus rapidement possible. Fait que ça, c'est une des choses qu'il faut faire attention, c'est l'importance d'avoir un bon design, puis connaître justement les bandwidths de stockage, connaître les bandwidths de les transcodeurs pour s'assurer justement qu'on ne tombe pas d'une condition où est-ce que on n'est pas limité, là. Une des choses qu'on s'est rendu compte, justement, c'est que si on est inefficace puis qu'on va chercher, disons, 7 fois un fichier pour le transcoder, c'est qu'on se ramasse rapidement avec un transcodeur qui prend, disons, 500 mégabits par seconde sur un réseau. Fait que si je veux avoir 10 transcodeurs, on parle de 5 gigabits par seconde de payload, ça commence à coûter cher en arrière pour avoir du stockage qui est capable de fournir ce débit-là. Fait ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart des transcodeurs, disons que j'enlève le GPU base dans ce cas-là, va prendre environ de 100 à 200 mégabits par seconde, ce qui demeure respectable. Fait que ça veut dire que pour 1 gigabit, je suis capable d'en mettre, disons, 5. 5 sur 1 gigabit,
ça commence à être intéressant s'il est efficace. S'il est inefficace, mais là, on ne peut pas en mettre autant justement sur l'unité de stockage. Là. Une des choses également qui est reliée à l'utilisation du réseau, c'est que la manière qu'il va venir chercher son fichier est également importante. Ce que je veux dire par là, c'est que si le transcodeur reçoit un nouveau travail, puis qu'il se fait dire va chercher ce fichier-là pour le transcoder, disons, dans un format web, c'est que s'il va le chercher sur l'unité de stockage, puis qu'il me le ramène sur l'unité très rapidement, fait qu'il sature l'interface TCP, fait qu'il le ramène à 100% de la vitesse, je me ramasse d'un cas où est-ce que cette demande-là a généré de la latence sur les autres, puis les autres commencent à moins travailler parce qu'ils sont plus capables d'accéder à leurs vidéos. La meilleure méthode qu'on s'est rendu compte pour transférer le vidéo, c'est de le faire à la manière la plus rapide que le transcodeur travaille. Fait que si le transcodeur a besoin de 100 mégabits par seconde de contenu vidéo à l'entrée, il va transférer le fichier à 100 mégabits par seconde. Ce que ça me permet de faire, ça me permet justement de designer mon réseau puis de le calculer correctement pour pouvoir évaluer combien de bandes passantes j'ai besoin sur mon réseau. Puis également, ça répartit dans le temps le stress qu'on met sur le réseau. Fait que ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas qu'il aille chercher son fichier, qu'il le mette sur son unité de stockage locale puis qu'il commence à travailler son vidéo. On veut qu'il aille chercher les paquets qu'il a de besoin au fur et à mesure qu'il en a de besoin puis qu'il répartisse ça dans le temps. Fait que si tous mes transcodeurs utilisent, disons, 200 mégabits par seconde, je suis capable de savoir combien je peux en mettre sur le storage. Je ne m'attendrai pas à ce qu'il y en a un qui me fasse 1 gigabit pour venir un fichier de, disons, 15 gigs qui va me se transférer vers une unité puis qu'il y en a un autre ou 4 qui vont partir en même temps. Ou dans le pire des scénarios qu'on a vu souvent à Radio-Can, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive et nous lance 50 fichiers à l'entrée des transcodeurs. Fait que là, dans ce cas-là, tous les fichiers se mettraient à transférer, puis mon réseau viendrait saturer, puis les transcodeurs encore, ils se tourneraient les pouces. Fait que c'est vraiment, tout ce design-là est important, puis la compréhension de l'impact des transcodeurs sur l'interface TCP, puis sur l'unité de stockage est très important. Là. Une des choses que ça nous amène ici, puis on n'a pas encore trouvé de solution à ce problème-là qu'on a rencontré. Fait que c'est un peu pour ça qu'on le lance ici aujourd'hui. C'est l'espace couleur. Moi puis Jonathan, on est habitué d'évaluer des produits de broadcast, puis on avait l'impression de retourner en des années 2000 avec des problèmes qu'on avait au début du HD. 709, 601, ils commençaient à rééduquer des entreprises qui viennent de l'informatique, qui sont habituées de travailler avec des transcodeurs, puis leur expliquer c'est quoi du vidéo, c'est quoi de la résolution, c'est quoi de l'interlace, puis les problèmes de couleur. Un des problèmes qu'on a eu, puis qu'on n'a toujours pas de solution, c'est l'adaptive streaming. L'adaptive streaming, Jonathan m'en parlait un peu plus tard tantôt, c'est vraiment que sur tout.tv, quand vous regardez du contenu vidéo, en fonction de la vitesse de l'Internet, on va changer de vitesse de contenu. La plupart des players sur l'Internet n'iront pas vérifier le flag dans l'H264 qui dit c'est quoi la couleur. Que tu lui donnes un flag 709, que tu lui donnes un flag 601 pour les couleurs, ils ne le regarderont pas. Ce qu'ils regardent, c'est quoi ma résolution verticale. Ils se disent, si c'est 720p et plus, c'est du HD, c'est 709. Si c'est 720p et moins, non, en bas de 720p, ça doit être du 601. Ça nous amène à comment qu'on change en adaptive streaming. Quand on parle d'une résolution HD, puis qu'à un moment donné, on tombe sur une résolution SD, normalement, on s'attendrait à ce que le player, lui, change de format de couleur. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y a aucun des players adaptifs qui fait ça. Fait que est-ce qu'on formate notre contenu HD puis SD incorrectement en SD avec les couleurs 709 pour justement que quand on change de vitesse de HD à SD, puis le fait qu'on change real time, ça serait extrêmement apparent. Le changement de couleur, si je vous donne un 601 comme ça, la plupart des gens ne s'en rendraient pas compte, mais vu qu'on change de vitesse, c'est un changement de vitesse, les gens feraient « les couleurs ont changé ». Fait qu'on s'est rendu compte qu'il y a un petit problème là, puis que les players, de la manière qu'ils sont designés, ne prennent pas en considération les flags correctement. Fait que présentement, on encode les couleurs un petit peu d'une manière incorrecte, justement pour cette influence-là, mais en pratique, ça ne devrait pas être comme ça. Fait qu'on s'est rendu compte que les problèmes qu'on avait en HD il y a 7-8 ans, on dirait qu'il faut comme recommencer un peu avec le domaine de l'Internet. Je vais l'avoir. Ouais, changer de batterie. Ah, transcodage nuagique. Jonathan, quand on a traduit la présentation, on avait Cloud-Based Transcoding.
Puis là, Jonathan, il me sort la slide, transcodage nuagique. Là, j'ai fait, je peux pas dire ça devant. J'ai dit, je m'en fais rire de moi, mais je l'ai laissé quand même. Transcodage nuagique. Transcodage nuagique, je parle de ça parce que c'est une des premières choses qu'on a regardées. C'est quoi que ça impliquerait de dire que notre unité de transcodage serait à l'extérieur de Radio-Canada? Est-ce que ça serait faire affaire avec Amazon, de faire avec des entreprises de CPU externes pour envoyer tout notre contenu, puis justement utiliser ces unités de processing-là qui sont externes pour faire notre transcodage? Fait que la première chose qu'on a évaluée, puis on a regardé les coûts de clock, ces choses-là, c'était moyennement rentable de le faire. Puis c'est quand on est arrivé dans le bas, puis qu'on a fait bandwidth cost, puis qu'on est arrivé à 1 gigabit par seconde, puis qu'on a vu le prix de la bandwidth pour transférer à Amazon ou ces entreprises-là notre contenu vidéo, on a fait « OK, on se ruine en dedans d'une semaine ». Fait qu'on s'est vite rendu compte que le processing sur le web serait intéressant, mais c'est le transfert de la bandwidth pour le transcodage. Tu sais, quand je vous parlais, disons, de 6 transcodeurs qui me consommeraient, disons, 1.2, 1.4 gigabits par seconde, transférer ça pendant 24 heures dans un service comme ça serait trop cher. Là où est-ce que peut-être dans le futur, le transcodage cloud-based serait intéressant, c'est pour venir chercher nos pics. Une journée où est-ce qu'on a énormément de contenu, puis qu'il faut juste aller chercher, sortir le contenu nouvelle rapidement, ça serait là qu'on pourrait aller chercher où est-ce que payer plus cher pour ce petit pic-là qu'on est mal pris, puis qu'il faut le sortir à cause de la demande est là pendant une journée. Là, ça serait intéressant de l'utiliser. Mais on s'est vite rendu compte que pour l'usage régulier, c'était beaucoup moins cher de le faire in-house que de l'utiliser justement dans le cloud. Il y a certaines entreprises qui commencent à penser à designer leur transcodeur avec l'option justement d'un transcoder in the cloud. Fait que tu lui dis, tu fais mon transcodage local, mais si à un moment donné, tu arrives à un certain point où est-ce que ton run list devient en haut de tant de fichiers, puis que ça va prendre tant d'heures de le sortir, commence à en envoyer sur le cloud justement pour alléger ton infrastructure interne puis réussir à passer au travers de ça. Parce que d'une application nouvelle, par exemple, on veut que les nouvelles sortent puis on veut qu'ils arrivent dans un certain délai raisonnable sur le web. Fait que c'est là qu'on voyait un petit peu là, justement le transcodage nuagique que Jonathan m'avait sorti. C'est intéressant. Ça m'amène à vous parler de comment le transcodeur va venir après ça s'imbriquer dans l'infrastructure de broadcast. Puis c'est là le défi, je pense, pour les 2, 3, 4 prochaines années, c'est réussir à produire tous nos formats de sortie facilement, d'une manière qui ne nous coûte pas cher pour être capable de livrer à, disons, à des nombres de gens qui sont limités, mais qui deviennent intéressants quand on les additionne. Fait que vraiment partir d'une grille horaire linéaire à une grille que je pourrais appeler hybride, qui a autant du linéaire que du contenu VOD, c'est là notre défi. Fait que vraiment réussir à avoir les gens de la grille horaire, les ventes, qui disent maintenant, bien, cette émission-là qu'on met en onde à 7 heures, je vais être capable de cocher Netflix, je vais être capable de cocher iTunes dedans, puis qu'automatiquement, rendu au bout à ma sortie, que j'aille mon contenu qui est transcodé, qui est prêt, puis qui pourrait être même déjà envoyé à iTunes. Fait que c'est vraiment cette intégration-là, puis ce défi-là, je pense qu'on va faire face dans les prochaines années, puis c'est vraiment réussir à intégrer ça. Fait qu'on parle d'automation puis de flexibilité, souvent deux mots qui ne vont pas ensemble. Fait que vraiment, comment est-ce qu'on va faire pour automatiser ce processus-là à partir de la grille horaire? Puis comment qu'on va réussir à avoir notre flexibilité dans notre automation? Comment est-ce que, disons, j'ai une autre entreprise qui arrive demain matin avec du capital américain puis qui veulent partir un nouveau service au Canada puis qu'on veut leur vendre du contenu? Comment est-ce qu'on peut rajouter ça rapidement dans notre grille horaire ou dans notre adaptation pour amener ce contenu rapidement là? Fait que c'est ces deux mots-là que j'ai mis, automation et flexibilité. Une des choses qu'on veut aussi, c'est rapidement. On ne veut pas que le transcodeur ou que l'infrastructure soit limitatif aux gens des ventes et de la décision d'affaires. Ce que je veux dire, c'est si on décide, disons, que notre contenu sur tout.tv devient disponible 24 heures après l'émission, c'est possible de le faire. Si je la veux 12 heures après, c'est possible. Si je la veux au moment que pas les sous-titres, mais que l'émission termine, le générique, merci, qu'au moment que le générique commence, qu'elle est disponible sur tout.tv, comment est-ce qu'on fait pour donner cette flexibilité-là aux gens de business pour qu'ils puissent avoir la décision, que ce soit une décision d'affaires, que la décision de mettre le contenu sur tout.tv, par exemple, ne soit pas une limitation technique, mais bien une décision d'affaires. Fait que c'est vraiment ça le défi qu'on fait face pour les prochaines années.
Ouais, je vais en donner. Fait que vraiment, une infrastructure hybride, c'est il arrive à un point dans la chaîne de mise en onde où est-ce que il y a un point de démarcation. Fait que vraiment, la mise en onde conventionnelle, très linéaire d'une grille horaire avec le contenu, il arrive à un point de démarcation dans notre design d'infrastructure où est-ce que c'est ce point-là, où est-ce qu'on dit, OK, télévision conventionnelle, puis là, on démarque vers les plateformes numériques. Ce point de démarcation-là arrive au moment où est-ce qu'un fichier, on dit ready to air. Fait que quand il est prêt à aller en onde, puis qu'on dit ce fichier-là, il est packagé, il est prêt, puis qu'on veut l'envoyer en onde, c'est là qu'on commence à dire OK, je peux l'envoyer à mes autres plateformes numériques. Fait que ça requiert que le sous-titrage soit dans mon fichier. Fait que ça implique que beaucoup de choses qu'on fait des fois après la mise en onde, pas après le play to air, qui sont faites après, puis qu'on a besoin justement pour les formats numériques, qui vont, dans les futures années, qui vont devoir se faire avant. Par exemple, on parle de sous-titrage, on parle de vidéo audio descriptif. Fait qu'au moment qu'on dit que le fichier est prêt à être mis en onde, puis qu'on fait un play, disons, à 7 heures, il faut que mon fichier, à ce moment-là, je puisse dire, je le prends puis je l'envoie à ma plateforme numérique. Fait que ce point de démarcation-là est très important, mais ça implique beaucoup de changements pour nous puis les gens en général, de ramener tout ce qui est fait après. Fait que, tout ce qui est fait vraiment pour finaliser l'émission live, on doit le ramener avant pour être capable de dire justement qu'on commence à le transcoder peut-être quelques minutes avant que l'émission aille en onde, puis qu'on puisse l'avoir prêt puis rendu sur notre système ou d'une possibilité de pour le mettre sur le web. Fait que ça implique un seul format de compression pour simplifier les choses, justement, quand on travaille en XDCAM 50 pour passer tous nos fichiers. Puis c'est à ce même moment-là qu'on peut dire, ben, c'est là qu'on envoie notre contenu aux archives en même temps. Un des liens qui est encore pas nébuleux, mais qui va être à définir, c'est vraiment le lien entre les ventes et les gens d'affaires et le côté web. Comment est-ce qu'on tient notre contenu, puis qu'on identifie notre contenu, puis qu'on le sort justement de la grille linéaire que je pourrais appeler, puis qu'on l'envoie sur le web, puis qui se rend jusqu'à l'autre bout avec le metadata donné. C'est peut-être là qu'on arrive à ce que soit qu'on a besoin de quelque chose qui est en parallèle pour nos interfaces numériques ou qui vient s'intégrer à notre automation puis notre grille horaire conventionnelle. Fait qu'il y a vraiment un lien qu'il faut qu'il se fasse entre les grilles horaires, les ventes, les gens d'affaires, puis vraiment la plateforme numérique. Mais ce lien-là pourrait se faire carrément dans la mise en onde. Ça, c'est un des bons défis là, qui va demander là, de se faire, qui communique autant avec les transcodeurs qui travaillent, qui communique avec notre serveur de mise en onde, avec l'automation, pour savoir, OK, mon fichier, il y a eu QC a été fait dessus, il est prêt à être en onde, je vais le chercher, puis je l'envoie sur le web. Fait que c'est cette petite ligne pointillée-là qui a l'air extrêmement simple, qui va être le nerf de la guerre, puis qui va être extrêmement complexe, à mon avis, là, de réussir à faire. Puis c'est ça qui va nous permettre de faire les différents formats de sortie à l'autre bout à un coût qui a de l'allure. Fait que ça nous amène à parler, là, je vous ai parlé vraiment des ADN, de tout ce que ça implique pour juste transcoder les formats de sortie, mais je ne vous ai même pas encore parlé de ce que ça prend pour supporter tout le reste. Quand on parle de streaming, de supporter les players puis les devices. Fait que Jonathan va embarquer avec moi bientôt, puis on va continuer là-dessus. Là. Fait que tu vas embarquer. Je vais commencer en premier lieu pour m'excuser parce que souvent je suis porté à parler très, très vite. Puis je suis au courant, j'essaie de me pratiquer pour parler moins vite. Donc si vous trouvez que je suis un peu trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Donc présentement, on est rendu aux méthodes de distribution. C'est quand Maxime nous a parlé au début des différents types d'architecture de transmission, le COD et l'ADN. C'est le mode COD, c'est lorsque par exemple Radio-Canada voudrait supporter un certain device de A à Z. C'est aussi qu'est-ce que les distributeurs de contenu, Vidéotron, Netflix vont utiliser. Il y a deux sections. La première section, c'est vraiment la distribution, je vais en parler. Après ça, je vais parler rapidement des lecteurs. Puis finalement, je vais vous donner tout le reste de la poutine de qu'est-ce qu'on peut voir dans le streaming. C'est un petit peu théorique, je m'en excuse aussi. Les méthodes de distribution. Présentement, il y en a plusieurs. Il y a quatre grandes méthodes qu'on peut connaître. Il y a le téléchargement progressif, qui est en bon français le progressive download. C'est-à-dire qu'on fait le téléchargement pendant qu'on écoute le film. Si on télécharge plus lentement qu'on écoute, on a la bonne vieille fenêtre de buffer.
Comme vous pouvez, tout le monde a déjà écouté du YouTube quand les petits anneaux roulent. Petite anecdote, vous pouvez jouer à un jeu aussi, si vous pesez contrôle par en bas, les petits anneaux, ça va devenir le jeu du serpent. S'il y en a qui aiment les jeux. Il y a le bon streaming régulier, c'est que ça peut être du MPEG-TS, du Flash ou du HLS, c'est un seul bitrate. Le désavantage avec ça, c'est que si la connexion Internet de la personne est plus lente que votre taux binaire, malheureusement, ils ne seront pas capables de rien voir. Même chose, s'ils ont une connexion beaucoup plus rapide, ils vont être limités à la qualité que vous avez déterminé votre streaming. Ensuite, on a ici, j'ai les 3 types, c'est l'adaptive streaming. L'adaptive streaming, c'est simple en gros. Ici, je vous ai montré un graphique. La barre bleue, c'est votre connexion Internet pendant que vous écoutez une vidéo. Ça fluctue toujours dans le temps. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est lorsque vous écoutez la vidéo, votre bande passante fluctue. Donc, vous tombez en dessous de 2 mégabits. La vidéo que vous écoutez qui était à la qualité 2 mégabits, vous n'avez plus la vitesse. Automatiquement, il va s'en rendre compte, puis il va changer. Donc, vous n'avez pas d'interruption pendant que vous écoutez votre vidéo. Tout ce que vous avez, c'est que la qualité va descendre. Elle va descendre. Souvent, comme certaines entreprises aux États-Unis ou en Europe peuvent aller jusqu'à 7 à 8 différents taux binaires qui vont partir du HD jusqu'à une valeur de 64 kilobits qui est seulement un audio. Les trois grosses méthodes de streaming adaptif qui sont populaires de nos jours est le Microsoft, Apple et Flash. On va donner les noms de compagnies. C'est l'HLS, le Silverlight puis le HDS. C'est 3 méthodes différentes. Ça fait la même chose. Les algorithmes qui travaillent sont un petit peu différents. La méthode d'emballage des fichiers vidéo est différente. En gros, qu'est-ce que les 3 vont faire? C'est qu'ils vont prendre votre fichier vidéo. Disons que vous avez un clip de 1 minute. Ils vont le séparer en petits blocs de 2 à 10 secondes. Puis ils vont les réemballer. Par exemple, en HLS, ça va être vraiment ils vont utiliser une structure MPEG-TS très simple. Tandis qu'en Flash, ça va être directement débloquer le MPEG-4. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est que chaque morceau va être downloadé un après l'autre. À chaque fois qu'il y a un morceau qui va être reçu, ils vont vérifier à quelle vitesse je l'ai downloadé. Je pourrais-tu aller au taux binaire supérieur? J'ai-tu été assez rapidement? Sinon, je descends au taux binaire inférieur. Rapidement, je vais parler les lecteurs, les appareils. C'est 2 choses. Le lecteur, c'est vraiment le logiciel à l'intérieur. Certains sont directement programmés à l'intérieur et on ne peut pas les changer. On peut quelquefois les upgrader. Et les appareils, c'est vraiment l'iPhone, l'iPad. Ils sont tous différents. Souvent, certains appareils vont supporter certains formats, certains d'autres. Les ordinateurs, comme un Macintosh ou un PC, habituellement, vont supporter la majorité. Mais par exemple, sur un PC, c'est assez difficile présentement d'utiliser du streaming HLS de Apple. Ici, je vais vous montrer, c'est un exemple d'un écosystème de broadcast. On a 4 différentes émissions qu'on peut avoir besoin d'utiliser 4 formats de distribution différents pour se rendre à une panoplie d'appareils. Ça fait beaucoup de transcodage, ça fait beaucoup de méthodes de distribution, ça fait beaucoup de fichiers qui sont storés sur des serveurs pour être prêts à distribuer aux gens. En fin de compte, c'est simple. On a besoin du bon format pour le bon service de distribution et du bon lecteur. Quelquefois, il faut vraiment que les planètes s'alignent pour être capable d'avoir du vidéo au bout. Là, je vais vous parler d'une autre partie. C'est pas tous les gens qui ont ce requirement-là. C'est faire de la vidéo en direct sur le web. C'est-à-dire, une bonne partie de hockey, c'est le fun. Mais l'écouter le lendemain sur Tout TV quand les résultats de la partie sont déjà dans le Journal de Montréal ou sur le site de Cyberprice. Le site de Cyberprice, c'est moins le fun. Donc, en gros, quelquefois, on veut pouvoir faire des événements en direct où on veut être capable d'offrir le service de Radio-Canada, de Sherbrooke en direct aux gens du web. Il faut avoir une infrastructure pour être capable de faire ça. Malheureusement, ce n'est pas tous les transcodeurs qui existent qui le font, ça prend des produits spécialisés. La nouvelle limitation est simple. Ce qui arrive en temps réel doit être transcodé, soit en un seul format si on veut supporter seulement qu'un bitrate, plusieurs si on veut être capable de faire du streaming adaptatif. On doit être capable de le ressortir en temps réel et souvent on désire l'avoir avec le moins de délai possible.
Donc, il faut une infrastructure qui nous permet de faire ça, un transcodeur live, comme qu'on pourrait appeler. Il y a deux formats d'entrée qui sont populaires. Le premier, c'est le HDSDI, qui est vraiment du vidéo pur. Vous branchez votre vidéo, il va faire votre transcode. Le deuxième, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a vu apparaître dans les 2 dernières années sur certains des modèles. C'est être capable de prendre directement un stream encodé en MPEG à travers du MPEG TS. Ce que ça permet, c'est que souvent les transcodeurs live qui sont basés vidéo directement, ils vont avoir de 1 à 4 entrées maximum. Tandis que les transcodeurs basés sur MPEG TS, vous pouvez avoir autant d'entrées que votre stream a. Ce qui veut dire que c'est possible. Les gens de Vidéotron le savent probablement mieux que moi, mais vous pouvez avoir une vingtaine de canaux différents directement sur un seul câble. Il y a aussi une autre option qui existe sur certains appareils, c'est de prendre un fichier qui est déjà enregistré, par exemple, qui pourrait provenir de la mise en onde, et le streamer en temps réel. La structure. Radio-Canada, on a commencé à regarder ça au mois de septembre, les transcodeurs en temps réel. On a une application qu'on désirait faire du temps réel, donc on a fait venir 7 différents manufacturiers. Il y a Sunday qui se cache en arrière, qui a fait beaucoup de travail là-dessus. Je veux le mentionner parce qu'il a fait un très bon travail, puis il n'est pas en avant avec moi ce soir. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que comme les transcodeurs basés de fichiers, c'est qu'on peut avoir des résultats très différents. Ici sur la photo, vous pouvez voir 3 différentes structures de transcodeurs. Vous avez une structure linéaire, une structure hybride ou une structure d'arborescence. C'est vraiment la fonctionnalité des appareils. Comme vous pouvez voir, il y a 3 rangées de flèches. La première rangée, je les ai divisées en 3 blocs. La première rangée, c'est le décodage. C'est vraiment recevoir la vidéo. Le deinterlacer ou le décoder, c'est un MPEG TS. La deuxième partie, ça s'appelle la partie transcodage. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va resizer votre vidéo. Ensuite, il va l'encoder pour le bon format. La troisième partie, c'est l'emballage et la distribution. Ça veut dire qu'il va le mettre en format HLS pour les streamer Apple ou Flash pour du HDS. Ce qu'on s'est rendu compte souvent, c'est que certains appareils, pour chacun des formats que vous voulez faire, vous désirez faire un 300 kilobits, un 500 kilobits pour mettre sur votre streaming pour les iPads. Il va encoder une fois, il va resizer une fois chacun. En plus, il va avoir besoin de décoder 2 fois le vidéo. Ça prend beaucoup de ressources de calcul, donc les appareils sont moins performants. Une structure hybride, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va décoder. Il va décoder une fois pour toutes les vidéos, mais il va avoir besoin d'encoder pour chacun des formats. Encore une fois, c'est un petit peu mieux que la structure linéaire, mais vous perdez encore de l'efficacité de calcul. Tandis que la structure en arborescence, c'est vraiment de l'efficience. Lui, il va prendre, à chacune des étapes, il va prendre ce qu'il a besoin. Puis s'il est capable de le séparer pour faire les étapes suivantes, il va suivre, ce qui permet d'utiliser au maximum les capacités de calcul de l'appareil. Une autre chose qui est importante dans le streaming en temps réel, c'est la gestion des interruptions. Ça peut arriver quand on stream Radio-Canada, par exemple, que certaines émissions n'aient pas les droits pour les mettre sur le web ou on voudrait éliminer les commerciales pour en mettre d'autres. C'est sûr que du côté du CDN, ils sont capables de faire ça, mais ça peut être intéressant de les enlever complètement pour être sûr qu'il n'y ait aucune chance qu'ils se retrouvent sur le web. Donc, on veut gérer les interruptions. Il y a 3 méthodes de le faire. La première, c'est l'interruption du flux. Donc, quand on arrive sur du contenu qu'on ne veut pas diffuser, on arrête de streamer. Ça marche, mais tu as un écran noir, puis souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que ton player, quand le contenu revient, souvent, il ne se rafraîchira pas automatiquement. Donc, la personne va être obligée de repartir le player pour être capable de voir. La deuxième méthode, c'est de le remplacer par un écran fixe. Juste un petit coup. Par exemple, dire cette émission-là, on n'a pas les droits sur le web. Allez sur Radio-Canada, vous allez être capable de l'écouter. Ça peut être fait soit mécaniquement avec des GPIO. Ça peut être fait avec du SCTA35 pour casquer du MPEG TS ou du SCE. Je veux dire 104, je ne suis pas 100% sûr quand on rentre dans du HDSDI. La troisième, qu'est-ce qui peut être intéressant? Vous avez un problème que vous ne voulez pas streamer. Vous avez des reprises de la petite vie. Pourquoi pas changer le vidéo sans avoir à le faire au niveau de l'automation? C'est une chose que certains manufacturiers de streamers live permettent. Si vous avez 2 entrées, il va être capable de faire directement un splicing à l'intérieur. Les coûts du direct, ça coûte assez cher. Les transcodeurs sont habituellement
plus cher que ce qu'on va avoir pour les transcodeurs de fichiers. Mais ce qu'on se rend compte vraiment, c'est quand on passe de faire un seul flux à faire du streaming adaptatif, les coûts que ça va coûter, ça va être exponentiel. Une fois qu'on rentre le HD, ça augmente de beaucoup encore une fois. Le HD, malheureusement, c'est ce qui prend la plus grande capacité de calcul. On va passer à un autre sujet. Désolé, je passe beaucoup de sujets différents. J'essaie d'en passer parce qu'on pourrait probablement parler 3-4 heures de tout ce qu'on a appris dans les dernières années. On pourrait pouvoir s'en parler après. C'est l'optimisation de la qualité vidéo. Ce qu'on s'est rendu compte, on ne le voit pas bien ici, mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que les codecs ne sont pas tous égaux. La qualité vidéo d'un fournisseur de services vidéo à l'autre sont différents. Je ne veux pas dire qu'il y en a un qui est moins bon que l'autre, mais la qualité est vraiment différente. C'est important pour un certain bitrate donné d'augmenter la qualité vidéo. C'est vraiment la qualité de l'expérience pour la personne. Les gens veulent écouter de la vidéo sur l'iPad. Ils s'attendent probablement que ça soit moins beau que sur le câble, mais ils veulent avoir la meilleure qualité. Souvent, les méthodes pour augmenter la qualité qu'on voit, c'est soit augmenter la résolution, soit augmenter le bitrate. Malheureusement, ces deux solutions-là augmentent les coûts. Et souvent, les gens n'auront peut-être pas le bitrate pour être capables de l'écouter. Donc, c'est un facteur limitatif. Une autre méthode, c'est vraiment d'optimiser la configuration des codecs. On a fait quelques tests dernièrement, puis on s'est rendu compte. Par exemple, ici, j'ai une image que c'est vraiment une configuration de base d'un transcodeur quelconque, puis une configuration qui a été optimisée. Il y a jusqu'à 127 différents settings à l'intérieur d'un transcodeur. On parle d'environ une trentaine qui a un impact direct sur la qualité du vidéo. Puis là, on ne parle même pas des bitrates. On ne parle pas non plus des algorithmes de resizing ou de deinterlacing. On parle vraiment du cœur du codec. Les prochains défis. On se rend compte que le web, présentement, la plupart des broadcasters ont une présence. La plupart des gens commencent à l'écouter sur le web. Il y a beaucoup d'intérêt. Il y a de plus en plus d'intérêt avec les tablettes, les téléphones mobiles. Il y a de plus en plus de gens qui vont écouter Internet pas par Internet, de la vidéo, par d'autres moyens que la télévision. Mais on se rend compte qu'il y a encore des défis à relever. Par exemple, il y a la royauté, les sous-titrages, la Sony, le contrôle parental, le contrôle de la qualité, etc. Maxime a déjà parlé un peu des challenges d'infrastructure qu'on va avoir à rencontrer. Là, je vais parler de quelques autres problèmes qu'on risque de rencontrer. La première, c'est les royautés H264. Présentement, le groupe MPEG-LA offre le H264 à des fins non commerciales sans royauté jusqu'en 2014. Habituellement, ils vont le reporter, mais ce n'est pas sûr. Il y a peut-être des chances qu'avec le nouveau format HEVC qui se mettent à charger des royautés pour le H264 pour pousser les gens à faire le changement. Une autre chose, c'est que si vous décidez demain matin de vendre votre vidéo, là, c'est plus gratuit. Vous avez des royautés. On parle d'environ, si on est sur une structure par clip, on parle d'environ 2 sous par clip, que ce soit streamé ou que ce soit de la VOD ou que ce soit sur un Blu-ray. Si on parle par abonnement, c'est environ 25 000 par 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, puis ça, c'est sur une tangente linéaire. Le sous-titrage pour le contenu en ligne. Au Canada, je ne crois pas qu'il y ait de réglementation encore. Aux États-Unis, il y a eu de quoi de signer. Présentement, il y a 2 standards différents. Un qui est développé par la SMPTE, un qui est développé par le W3C, qui sont développés pour essayer de faciliter le sous-titrage. Il se parle un petit peu. Il y aurait des possibilités d'utiliser le TTML à l'intérieur du time text. Ça n'a pas été testé encore. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'aux États-Unis, la FCC pousse pour utiliser le standard de la SMPTE. On a regardé un petit peu dernièrement, le BU, eux autres aussi ont fait un choix sur le mode de sous-titrage qui voudrait être utilisé en Europe. Malheureusement, ce n'est pas la SMPTE qui ont été. Ils ont décidé d'aller avec le format de la W3C. C'est habituel, comme on pourrait dire. Contrôle parental. C'est pas présent encore, mais un jour ça va arriver. Il va falloir être prêt pour être capable de s'en occuper. Le contrôle de la qualité et de la surveillance. On dédouble nos canaux. Si on fait de l'adaptive streaming, par exemple, si on a 5 différents bitrates, il faut être capable de vérifier que les 5 différents bitrates sont fonctionnels. S'il y a un problème sur un de ceux-là, il faut être capable de le savoir, il faut être capable de le corriger, il faut être capable de faire une surveillance.
Il y a quelques produits qui sont déjà en développement pour ces choses-là, mais c'est quelque chose qui va être de plus en plus important, puis il va y avoir de plus en plus de canaux. Le contrôle de la Sony, c'est un problème qu'on a sur nos chaînes de diffusion régulière. C'est un problème qu'on a sur le web encore plus. Les gens qui vont écouter souvent de la vidéo qui vient de source broadcast qui n'a pas été modifiée, ils se plaignent beaucoup qu'ils sont obligés de mettre leur speaker dans le fond parce qu'ils n'entendent pas grand-chose. C'est un problème. Puis présentement, c'est le Far West. Il n'y a aucune standardisation. Il n'y a rien qui est fait pour ça. La plupart des broadcasters, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont utiliser la même méthodologie qu'ils utilisent pour régler leurs problèmes sur les canaux réguliers. Plateforme synchronisée. On n'en a pas encore vu beaucoup au Canada, mais ça s'en vient, ça va exister. Il faut être capable de synchroniser. Même chose, il faut être capable, quand je disais des événements, excusez-moi, on va revenir en arrière. Quand on a des événements en direct, on ne veut pas que notre partie de hockey soit 5 à 10 secondes en retard sur ce qui se passe à la télé. Parce que pour ceux qui font des gageurs, ils n'aimeront pas bien ça. La mise à jour des appareils, c'est quelque chose qu'on entend souvent, ça vient du monde du software. Oh, on va juste avoir à upgrader notre appareil, il n'y a pas de problème, c'est juste un petit morceau de code, tout va être réglé. Mais ce qu'on se rend compte, c'est possible, mais jusqu'à un certain point, les plateformes hardware sortent tellement rapide, ils sortent quasiment aussi vite que les nouveaux appareils. Ils ont plus de puissance de calcul. Les autres appareils tombent legacy beaucoup plus rapidement, donc c'est pas un miracle à tout présentement, la mise à jour. La suite, comment on va être capable de faire face aux défis de demain? Par exemple, présentement, on parle beaucoup de HTML5, qui est un nouveau format pour la vidéo. Les devices, c'est supposé être compatible avec tout. Ça s'en vient tranquillement pas vite. C'est utilisé un petit peu, par exemple, dans les Connected TV, on commençait à l'utiliser. Il va y avoir un nouveau codec, le HEVC, qui est en cours de développement, qui serait supposé d'être plus efficace, plus rapide. Puis on a la nouvelle méthode de transport qui est en train d'être standardisée, qui est le MPEG Dash, qui se veut être une solution à tous les problèmes de tous les formats de Flash, HDS, HLS, Silverlight. Mais ce qu'on se rend compte, juste la semaine passée, il y a eu un séminaire justement, puis on se rend compte qu'à l'intérieur du standard Dash, il y a deux subdivisions. Une des subdivisions qui est très semblable, qui est compatible avec HLS, qui est juste une structure de header qui est différente. Puis de l'autre côté, qui est un autre subset qui est basé sur les normes ISO. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que pour être compatible Dash, tu as besoin d'être compatible qu'un des seuls subsets. Donc, demain matin, un iPad pourrait se dire compatible Dash, mais seulement d'un côté. Donc, au bout du compte, tu vas probablement être obligé de supporter deux standards Dash différents pour être capable de cibler toutes les devices qui t'intéressent. La stratégie adoptée, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut être capable de toucher le plus de gens possible. On veut être capable d'avoir le plus de formats possible, la meilleure qualité d'expérience possible. Mais, étant donné que sur chaque device, il n'y en aura plus des 20 millions de personnes comme qu'on avait à la télé dans les années 80. Chaque device, ça va être un petit nombre. Donc, il faut être capable de cibler, être capable de le faire le plus facilement possible, le plus simplement. Puis si on décide de cibler un device, ça serait bien le fun qu'on soit capable de faire, par exemple, si on fait une application pour une Connected TV, que cette application-là soit compatible avec toutes les autres pour être capable d'augmenter notre pénétration dans plusieurs des marchés. Il faut rechercher les devices qui vont être les plus populaires. Ça va être quoi le prochain iPad pour cibler où est-ce qu'on s'en va en priorité. On aimerait remercier beaucoup des gens de Radio-Canada qui nous ont donné beaucoup d'aide dans la majorité de nos tests qu'on a effectués. Il y a Sunday que j'ai parlé tantôt. C'est un membre de notre équipe. Il n'est pas avec nous pour la présentation ce soir, mais il a fait un très bon travail. Je vous remercie beaucoup de votre temps. S'il y a des... On prend-tu des questions tout de suite? Oui. Est-ce qu'il y a des questions?
Pour les pubs, ça, c'est vraiment fait dans le streaming. Fait que, tu sais, il y a vraiment un ad server qu'on appelle là, qui va chercher les pubs. Ça, c'est correct. Les logos sont faits au transcodage. Fait que si on a un logo tout.tv ou tu sais, comme le projet 450, quand on rajoute les logos, on va en parler tantôt, c'est vraiment rajouté au transcodage que ça se fait. Là. Tu veux dire créer du versioning pour le même contenu présentement? Bien là, présentement, on a vraiment des monteurs qui feraient une autre version. Tu sais, on n'a pas parlé du versioning, mais quand on parlait de flexibilité dans de l'automation, ces choses-là, le versioning est un point très important. C'est que si tu as des. Surtout en nouvelles, que ça s'applique. En télévision générale, peut-être un petit peu moins, mais vraiment en nouvelles, avoir différentes versions, une version 2 minutes, une version 4 minutes du même contenu est important. Télévision générale, ça s'applique peut-être un petit peu moins, mais l'option de versioning demeure quand même importante. Tu sais. C'est ça. Présentement, on a vraiment des monteurs qui travaillent pour faire les différentes versions, pour les envoyer au transcodeur différemment, là, les différentes versions qu'on aurait. Là. C'est sûr qu'on a eu la flexibilité d'insérer des pubs dans le milieu relativement facilement avec les technologies qu'on a aujourd'hui, fait qu'on n'a pas eu besoin de casser nos émissions. Du côté américain, des fois, ils vont faire part 1, part 2, part 3 pour être capable d'avoir de la pub qui part facilement, mais on a été capable de l'insérer. Là. Comme sur un iPad, par exemple, on n'est pas capable d'insérer de la pub en plein milieu, puis on le fait juste pas. Là. Mais tu sais, la technologie va nous le permettre sur d'autres plateformes, puis on l'espère là, sur les iPads dans le futur. Là. Ah, sur iPad, on n'est pas capable d'insérer dans le milieu souvent. Là, des fois, là, c'est le stream au complet. Il y a certaines technologies qui nous limitent justement ce qu'on peut faire là, dans les pubs. Là. Vous parliez tout à l'heure de direct. Et Oui. que dans le fond, si vous essayez d'être adaptatif, c'était exponentiel ce que ça demandait comme Oui. chose. Mais à votre avis, ce serait quoi donc à l'heure actuelle la possibilité pour les gens au bout du compte, les consommateurs, il faut leur donner quoi? De la scrap visuelle ou quelque chose c'est quoi là, le marché pour ça? C'est de cibler certains taux binaires clés. Puis je pense que l'adaptif, tu n'auras pas le choix parce que sinon, tu es obligé d'aller au plus bas des dénominateurs communs puis la qualité n'est pas là. Donc, peut-être viser un format qui serait compatible pour les iPads, un format pour les iPods. Je pense que tu n'auras pas le choix. Peut-être essayer de limiter ou vraiment, tu n'auras pas le choix d'aller faire l'investissement. Mais ce qu'on se rend compte, beaucoup des transcodeurs qu'on a évalués qui font du direct sont capables de faire 3, 4, 5 différents flux en parallèle d'un encodage, mais plus que ça, tu commences à être limité. Dans différents formats? Moi, quand je vais parler en flash HLS, en faire 5 en parallèle, sans compter les HD. Mais ton point est intéressant. Puis on avait un collègue qui travaillait avec nous qui est rendu à l'EBU maintenant, Félix. Puis Félix, ça faisait plusieurs années qu'il dit je suis certain, quand les gens écoutent du contenu de qualité versus la même émission à un bitrate plus bas, que la rétention n'est pas la même. Puis il cherchait partout pour trouver une étude qui démontrait la rétention, l'impact de la qualité sur la rétention des gens. Puis la semaine passée, pour la première fois, on a trouvé une étude qui a été faite en Europe, mais qui est plus spécifiquement sur le web. Puis elle regardait l'impact. Combien de temps, c'est sur le web, on a beaucoup d'outils qu'on n'avait pas en télévision aussi facilement. Fait que quand les gens sont connectés à différentes vitesses, combien de temps qu'ils demeurent à regarder ton émission. Fait que cette étude-là est venue confirmer ce que lui pensait, puis pour la première fois, on a une étude scientifique qui le démontre que plus ta qualité est haute, plus ta rétention, la longueur de temps que les gens vont rester puis qu'ils vont zapper va être là. Puis ça, c'est une des premières études, fait que je m'attends à ce que ça puisse être un business driver pour la qualité du côté web, c'est qu'on est capable de démontrer, puis avec les outils d'analyse qu'on a, que plus on donne de la qualité, plus les gens demeurent sur les mêmes émissions. Fait qu'un coup qu'ils ont embarqué que l'émission, il y a quand même le contenu, mais à contenu égal, on se rend compte que la rétention est là. Fait que ça, c'est une des premières études qu'on a vues. Depuis peut-être les 10 dernières années, ça a été vraiment, moi j'appelle ça la génération iPod, c'est la plus grande quantité possible. C'est pas grave si je l'écoute pas, je veux juste avoir le plus grand choix possible. Mais depuis 2-3 ans, du contenu, il y en a, t'en veux. Tu peux en trouver n'importe où. Tu fais ton épicerie, puis tu as déjà une TV avec une émission. Fait que je pense que là, ça va s'en aller tranquillement, pas vite, vers une transition pour avoir de la qualité d'expérience la maximale. Puis je pense que plus ça va aller, plus les gens vont s'en rendre compte qu'il y a des niveaux de qualité. Parce que présentement, la plupart des gens ne sont pas super sensibles à la qualité.
souvent, tu peux avoir des émissions encodées très, très bas, des SD que le monde va écouter sur des 60 pouces, puis ils vont trouver ça beau, ils vont le stretcher, puis pas de problème. Mais là, il y a du contenu, il y a de la qualité, ça commence à être disponible. Fait que je pense que plus ça va aller, plus les gens vont s'habituer à en vouloir, puis ils vont commencer à en demander. Maxime? Je vais y aller pour une dernière question, parce qu'ensuite, on a une autre partie de la soirée. Donc, si tu permets, je vais laisser la question à notre collègue derrière. La plupart du contenu est à 29,97 en progressif, mais on a du contenu à 15 aussi pour les BlackBerry et les devices là, mobiles. Là. Dans l'adaptive streaming, on a du 29, puis on a du 15, là, je pense en bas de 500 kilobits. Là, on tombe à 15 frames par seconde. À 400 et 256 kilobits. Puis on fait également du contenu qui originait à 24, va passer directement à 24 dans le transcodeur pour se donner ce gain en qualité-là, là, en termes de bandwidth là, inutile. Là, fait qu'on le passe en 24. Puis on a même du contenu qui arrive de l'Europe pour des fois les voice-overs, ces choses-là qui sont à 25, qu'on passe directement à 25 sur le web. Puis ça nous donne un gain en qualité qui est majeur là, d'avoir cette flexibilité de passer là à peu près n'importe quel format qu'on veut là, sur le web. Là. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, Jonathan. Super présentation.